Il est 13 h, bonjour à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Hier, samedi 13 mars 2021, dans l'après-midi, la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko accueillie à Abidjan dans la douleur. Le recueillement à l'aéroport Houphouët-Boigny. Au bas de l'échelle de coupe et le chef de l'État Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, un parterre de personnalités, des images fortes. Le récit de notre reporter Viviane Aïmen à suivre en début de journal. Lutte contre la Covid-19, les populations vulnérables exhortées à se faire vacciner. Appel du ministre de la Santé, plusieurs membres du gouvernement donnent l'exemple. Vous le verrez également dans cette édition. Au Sénégal, journée tranquille hier à Dakar. L'opposition avait suspendu ses manifestations. Le déploiement des forces de défense et de sécurité reste toujours bien visible au point stratégique de la ville. Le mouvement de défense de la démocratie, le M2D, qui soutient l'opposant Ousmane Sonko, fait cas de certaines exigences. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 14 mars 2021. Il y a quelques jours, le 8 mars pour être plus précis, le monde entier célébrait la journée internationale des droits de la femme. Une journée commémorée également dans notre pays, la Côte d'Ivoire, autour du thème « Promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire ». Dans la logique de cette célébration, nous recevons ce 13 h dans le cadre du magazine de ce dimanche, Madame Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, avec laquelle nous parlerons des droits de la femme, des acquis et des défis de la Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Florence Tano. Bonjour monsieur. Et merci d'être avec nous ce 13 h. C'est moi qui vous remercie. Je vous retrouve dans une demi-heure donc. Avant de faire focus sur la thématique de ce jour, pour ce qui concerne le Dimanche Magazine, revivons ensemble le film d'une difficile journée que celle d'hier, samedi 13 mars 2021. L'émotion était totale. Hier, à l'aéroport Houphouët-Boigny d'Abidjan, où se trouvait le chef de l'État Alassane Ouattara, la première dame Dominique Ouattara, le Premier ministre par intérim Patrick Hachi et les plus hautes autorités politiques, administratives, diplomatiques, militaires, religieuses et traditionnelles pour témoigner leur compassion et soutien aux familles Bakayoko et alliés. Avec eux, ces Ivoiriens venus accueillir la dépouille mortelle du défunt Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des moments chargés d'émotions que nous raconte Viviane Aïmen. Pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, ce samedi 13 mars. Il est 15 h 45 quand l'avion présidentiel ramenant d'Allemagne la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko se pose sur le tarmac. Instant de grande émotion, c'est tout l'aéroport qui est figé. Beaucoup se rappellent encore qu'il y a à peine un mois, le 13 février dernier, le Premier ministre Ahmed Bakayoko était dans ce même pavillon présidentiel pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara qui revenait de France. Ironie de la mort, ce 13 mars, c'est au tour du Premier ministre Ahmed Bakayoko de revenir de voyage, mais cette fois dans un cercueil. Quand l'avion s'immobilise, le président de la République Alassane Ouattara, son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire Dominique Ouattara, avec à leur côté 3 des enfants du défunt, vont à l'avion pour recevoir la veuve Yolande Bakayoko, venue avec la dépouille de son époux. Très éprouvée, mais gardant une allure forte dans la douleur, soutenue par le président de la République. Sur le parvis du salon présidentiel, la veuve et les enfants devaient assister aux côtés du couple présidentiel à l'accueil militaire de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Sorti de l'avion, le cercueil couvert du drapeau national était porté par des officiers avançant à petite foulée sur le tapis rouge. L'accueil militaire dû à son rang de Premier ministre, ministre de la Défense, lui a été rendu par 2 clairons, un peloton de la gendarmerie, une section de l'armée de terre, une section de l'armée de l'air. L'ensemble sous le commandement du capitaine Adom Frank. L'accueil militaire a été suivi d'un cérémonial de prière dans la cour du pavillon présidentiel où des bâches étaient dressées. La lecture du Coran a été faite par des imams du Kozim. Seigneur, Allah, on aurait voulu ou on aurait souhaité voir notre frère Ahmed Bakayoko aujourd'hui descendre souriant de l'avion. Oui, souriant de l'avion, guéri de sa maladie et accueilli
par son père, Alassane Ouattara, à ses côtés, Maman Dominique Ouattara, et toute sa famille politique et biologique. Mais Seigneur, tu en as décidé autrement. Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté, car ta volonté est la justice. Dieu nous a créés et nous a mis en mission sur terre, celle de l'adorer. Lorsque vous finissez votre mission, vous disparaissez. Ahmed Bakayoko Ambak a donc fini sa mission. Rien ne pouvait le retenir encore sur cette terre. Nous allons donc prier pour lui, pour l'accompagner dans la marche, son cheminement vers son Seigneur, vers la vie éternelle. Après l'accueil militaire et le cérémonial religieux, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko, transportée à bord d'un corbillard, a pris la direction d'Ivosep, où elle sera conservée le temps que démarrent les différentes cérémonies d'hommage que la nation ivoirienne se prépare à rendre à l'homme d'État et grand mécène qu'il a été. Et à la suite du cérémonial d'accueil, le convoi funèbre a pris la direction d'Ivosep-Trècheville de part et d'autre. Des différentes voies menant à la destination finale du cortège, des milliers d'Ivoiriens sont sortis, formant une sorte de haie d'honneur et saluant au passage la dépouille mortelle du Premier ministre. Mahama Traoré, notre reporter, nous décrit l'ambiance qui a prévalu pendant ce parcours. Il n'y avait pas assez de place pour tout le monde ce samedi dans l'enceinte du pavillon présidentiel de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. C'est donc depuis les écrans géants installés aux abords que les populations ont suivi en direct le cérémonial d'accueil de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko en provenance d'Allemagne. L'émotion était vive. C'est bon, ça va aller. C'est bon. Beaucoup. Ahmed mérite notre présence ici aujourd'hui. Il a fait pour la jeunesse ivoirienne. Que le Seigneur ait pitié de son âme. Trop dépassé. Je ne sais pas quoi dire. Ça me fait mal. Bien, nous tenons à saluer tous les Ivoiriens qui sont présents ici à l'aéroport pour montrer à combien de fois ils ont l'affection du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Une fois la cérémonie terminée, le cortège funèbre prend la direction de Ivosep-Trècheville. Sur son chemin, il rencontre des Ivoiriens sortis accueillir leur défunt Premier ministre, comme ici au carrefour Akwaba de Port-Boué. Par endroits, la dépouille mortelle est acclamée. C'est le cas au niveau du camp commando de Koumassi, aussi au grand carrefour de Koumassi. Les populations expriment ainsi leur reconnaissance envers un grand commis de l'État, une personnalité connue pour sa générosité et sa proximité. Après un quart d'heure de parcours, le cortège funèbre arrive à destination. Impuissants et affligés, des milliers d'Ivoiriens rassemblés là ne cessent de pleurer le disparu. Si on veut parler d'Ahmed, de Ambak, une année entière peut nous trouver ici. Il a tellement de qualités. Mais on ne en dira pas plus. On va juste l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. On ne s'y attendait pas. Et voilà, c'est arrivé. Tout ce que nous pouvons dire, c'est d'apaiser la jeunesse. C'est Dieu qui a donné Ahmed, c'est Dieu qui l'a repris. Prochaine articulation de ces obsèques, l'hommage de la nation, prévu mercredi prochain au palais présidentiel. Ils sont venus à pied, ces Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire, en voiture, en convoi, par petits groupes, pour saluer avec honneur l'arrivée de la dépouille de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Difficile pour eux de contenir leurs émotions au passage du convoi funèbre, le regard perdu et en pleurs. Ils avaient du mal à accepter la difficile réalité. Retrouvons Mahama Traoré. Il est un peu plus de 14 h ce samedi.
Sous un soleil de plomb, des centaines de personnes sont regroupées au grand carrefour de Koumassi. Calme, attristé et même d'autres en pleurs. Encore sous le choc de la disparition du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Entre 14h30 et 15h, les cortèges de personnalités s'enchaînent en direction de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les jeunes n'ont d'autre choix que de s'y rendre à pied. Nous les retrouvons regroupés au niveau du carrefour Akwaba de Port-Boué. Ils sont là depuis des heures et sont prêts à attendre le temps qu'il faudra pour accueillir celui qu'ils considèrent comme un héros. Avec tout ce qu'il a fait pour le pays, franchement, j'ai très mal au cœur de voir que c'est arrivé comme ça. Tout ce qui parle qu'il n'a pas parti, il n'a pas parti. Il n'a pas parti. Tout ce qu'il a fait pour nous, la jeunesse, là, à Bobo, à Nyama, tout ça, là, on ne peut pas oublier ça. Des personnes âgées sont aussi venues démontrer que le défunt n'était pas seulement aimé des jeunes. Pour moi, ça me fait trop mal. Un jeune comme ça qui s'en va. C'est pour cela que je suis là depuis midi, je n'ai pas encore mangé. Un homme qui amenait les Ivoiriens à communiquer, vraiment c'était ça qui était vraiment, qui me marquait beaucoup chez lui. Dans cette épreuve, un business est né, celui de vendre des gadgets à l'effigie du deuil. Comptez 200 francs CFA pour une banderole noire, estampillée « Adieu le Golden Boy » et 1000 francs CFA pour une casquette. Le service qu'il a rendu à la nation, il ne peut pas partir comme ça inaperçu. Il faudrait qu'on porte un peu quelque chose pour lui représenter. C'est pourquoi nous aussi, nous payons les casquettes pour lui. Voilà, c'est pour nous rendre aussi un hommage. À noter cet impressionnant déploiement des forces de sécurité, tout corps confondu, le long du boulevard Valéry Giscard d'Estaing jusqu'à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Et sur place, notre reporter Abou Sanogo a recueilli quelques réactions que je vous invite à suivre. Nous perdons un grand homme, un patriote, quelqu'un qui a aimé son pays, qui a travaillé pour son pays, et surtout quelqu'un qui se battait aussi contre l'injustice. C'est ce qu'il faut retenir d'Ahmed Bakayoko. Il aimait aider les faibles. Il aimait aider ceux qui étaient victimes d'injustice. Et d'ailleurs, c'est ce qui justifie sa grande foi et le grand soutien qu'il a apporté au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, à la Première Dame et à nous-mêmes. Et moi qui vous parle, vraiment c'était mon protecteur. Que Dieu lui accorde le paradis. C'est un grand coup pour la Côte d'Ivoire, mais c'est un grand coup pour nous tous. On a tous perdu un ami, on a perdu un frère, on a perdu quelqu'un extraordinaire. Et la Côte d'Ivoire a perdu un grand homme. Ahmed, tu es parti, c'est vrai, mais tu resteras toujours gravé dans nos cœurs, nous les artistes. Et que le Seigneur, là où tu vas, t'accorde la place qui est la tienne, une vraie place à côté de lui. Et n'oublie pas, on arrive, parce que dans la vie, on n'en sort pas vivant. C'est quelqu'un de bien, il était gentil, franchement on est triste. Que Dieu l'accueille dans son paradis. La mort d'Ahmed Bakayoko, ça nous a surpris. Tous les bienfaits qu'Ahmed Bakayoko a fait sur la terre, pour les Ivoiriens et pour l'ensemble de toute l'Afrique, que Dieu lui donne ces bénédictions-là dans la tombe jusqu'au paradis. Quand le roi Nana Bouakoussi III d'Abengrou a reçu le père Ahmed Bakayoko à la cour royale d'Abengrou, ce qu'il a fait pour la jeunesse dans mon quartier Anikro, moi-même je suis étonné. En fait, il a aidé les pauvres, nous les pauvres. Ahmed Bakayoko était l'espoir des orphelins, il était l'espoir des veuves. C'est dommage, comme on dit, tout ce qui arrive, il faut donner à Dieu. On va laisser à Dieu et puis on pense que Dieu va nous donner quelqu'un d'autre comme Ahmed Bakayoko. Il a joué pleinement sa partition. Il nous a appris des choses. Il nous a dit, vous êtes jeunes, croyez en vous. Vous pouvez tous être des Ahmed Bakayoko. Et je pense que c'est la leçon qu'il faut tirer. Nous devons être forts, nous devons être courageux, nous devons partager et nous devons nous aimer. Ahmed Bakayoko a été celui-là qui nous a inspirés quand nous avons fait notre entrée en politique. Aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons des prières pour le repos de son âme, mais nous voulons aussi faire des prières pour son père, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et lui dit que dans cette douleur, Ahmed est parti, mais il y a encore des petits Ahmed qui sont là. Son parcours était une inspiration. Ses valeurs de solidarité, de partage, de générosité et d'ouverture étaient appréciées par tous. Nous sommes certes effondrés, mais nous devons rester forts pour lui. Cet homme a démontré à la face de toute la nation qu'on pouvait partir de rien et devenir quelqu'un. Et c'est ça qu'il nous laisse comme héritage.
Vive Ahmed Bakayoko aujourd'hui, vive Ahmed Bakayoko pour toujours. Ahmed était tout pour nous, nous les jeunes surtout. Ahmed nous a aidés, Ahmed a apporté aux pauvres, aux démunis, aux veufs. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que pleurer notre Ahmed. Et comme on le dit chez nous les croyants, tout ce que Dieu fait est bon. C'est celui-là même qui savait fédérer toutes les énergies, sans coloration ethnique, politique et autres. C'était notre modèle. La Côte d'Ivoire vient de perdre un grand homme. Vraiment, le père, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Tout d'un coup, on m'annonce que tu es parti. Le Daichi de la Côte d'Ivoire est parti. Il faut rester fort dans la douleur. Un peu plus tôt dans la journée d'hier, sur ces images que vous allez découvrir dans un instant, eh bien, la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko qui quittait donc l'Allemagne, où le Premier ministre Ahmed Bakayoko s'était rendu pour des soins. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Allemagne, Philippe Mangou, était aux côtés de la famille du défunt lors de l'embarquement de la dépouille du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, le Premier ministre, était un grand homme à différents niveaux. Sur le plan politique, certaines personnalités qui l'ont côtoyé ne manquent pas de le définir comme une personnalité modérée, allant toujours dans le sens du consensus. Aujourd'hui disparu, quel héritage laisse-t-il à la classe politique? Élément de réponse dans ce reportage d'Éric Goré, notre reporter. Tout jeune, Ahmed Bakayoko commence déjà à s'imposer comme un leader. C'est en ce moment-là que le ministre Alain Donwayi fera sa connaissance. Il nous raconte. Mon histoire avec Ahmed remonte à plus de 30 ans. Avec un ami, nous descendions à l'hôtel Indépendance, à Ouaga. Et lorsque nous arrivions là-bas, il y avait un étudiant ivoirien qui savait que des hommes d'affaires ivoiriens étaient là, donc qui est venu nous rencontrer. Donc c'est comme ça que j'ai connu Ahmed, que je l'ai vu la première fois, que nous avons discuté, il nous a expliqué ce qu'il faisait là-bas, comment se comportaient les étudiants ivoiriens à Ouaga. Outre ceux qui ont côtoyé le Golden Boy, il y a ceux qui l'ont connu à travers les médias, pour qui Ahmed Bakayoko reste un modèle. Ahmed Bakayoko, que ce soit son parcours politique, que ce soit son parcours professionnel, d'où il est parti, d'où il est arrivé, je pense que ça permet de faire rêver tous les jeunes, quel que soit ton niveau. Ahmed Bakayoko, c'est cet homme qui avait une politique transversale. Il a jeté des ponts vers différents courants politiques. Il a fait une ouverture politique. La plupart du temps, c'était souterrain et, je dirais, diplomatique. Le Premier ministre, même au plus fort des crises politiques en Côte d'Ivoire, Ahmed était celui qui pouvait parler avec toutes les parties protagonistes. Et ça, tout le monde le sait. Et c'est une espèce rare en politique. Mais la Baladi a fini par avoir raison de lui. Dans ces derniers instants, Ahmed Bakayoko croyait toujours. 2 jours après son départ, j'ai appelé. Il n'a pas décroché. Je crois le lendemain ou le surlendemain, je le rappelle et il prend le téléphone. Je dis, comment ça va, Ahmed? Il me dit là, vraiment ça va beaucoup mieux, J'ai la voix qui est rock. Je dis vraiment ça se sent. Il dit j'ai la voix qui est rock. Il ne reste que ça, mais sinon vraiment ça va beaucoup mieux. Je crois que j'avais véritablement besoin de me reposer. Et là, je vais profiter pour bien me reposer. Ambak était l'homme du peuple, mais il avait du temps pour sa famille et surtout sa complice Yolande. Plus qu'une épouse, Yolande était son amie. C'était véritablement son ami. Et c'est un couple que j'admirais beaucoup parce qu'il sortait de l'ordinaire. Ahmed Bakayoko organisait des concours de danse avec son épouse, ce qui se voit rarement en Afrique. Et il adorait ses enfants. L'étoile d'État a vécu utile. Il a voulu que nous ayons une Côte d'Ivoire réconciliée. Pour ma part, je peux dire que grâce au Premier ministre Ahmed Bakayoko, la Côte d'Ivoire est en train de vivre une autre vie de paix. On peut partir de rien pour devenir un grand homme. Et il nous a laissé donc ce souvenir d'un combattant, de quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et il a su faire sa place au soleil. Et il est pour nous, comme je disais, une référence aujourd'hui. Après Amadou Gon Coulibaly, disparu il y a 8 mois, c'est au tour d'Ahmed Bakayoko de quitter la terre des hommes.
le président de la République est encore éprouvé. On sait que ce n'est pas facile en ce moment pour le président de la République. Je lui demande d'être courageux en tant que père, père de la nation. Il perd ses fils, certes, mais la Côte d'Ivoire doit rester debout. Au chef de l'État de Côte d'Ivoire, je voudrais lui dire toute ma compassion et toutes mes condoléances. Parce que nous sommes des êtres humains. En 8 mois, perdre 2 êtres chers, perdre 2 piliers, ça affecte. Et le connaissant en tant qu'homme politique aguerri, je sais qu'il va pouvoir surmonter ce cap difficile. Vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc nous prions que Dieu le soutienne en cette épreuve très difficile, que Dieu soutienne le président de la République, de sorte qu'il puisse avoir de ses collaborateurs, des personnalités qui puissent jouer le même rôle que ces collaborateurs qui viennent de perdre. La majorité d'Ivoiriens a en ce moment une pensée pour le président de la République, pour l'épouse d'Ahmed Bakayoko, pour les enfants du Golden Boy et pour tous ses collaborateurs. Un reportage de Eric Goré. La semaine qui s'annonce, mesdames et messieurs, sera ponctuée d'hommages à la mémoire de l'illustre disparu avant son inhumation. Décédé le 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer, Ahmed Bakayoko aura droit à une série d'hommages. Entre autres hommages, l'un national et l'autre de sa famille politique, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, le 17 mars 2021. Suivra la levée du corps le 18 mars et le transfert de la dépouille mortelle à Séguéla dans la région du Ouagadougou. L'inhumation est prévue le 19 mars, des hommages qui lui seront rendus dans le respect des mesures barrières, car une autre triste réalité, c'est bien celle de la Covid-19. Hier samedi, plus de 400 nouveaux cas de contamination ont été hélas enregistrés. Plus de précisions dans un instant. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier, donc samedi 13 mars 2021, 480 nouveaux cas de Covid-19 sur 3544 échantillons prélevés, soit 13,5% de cas positifs, 336 guéris et 0 décès. À la date donc du 13 mars 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 37 304 cas confirmés, dont 33 603 personnes guéries, 211 décès et 3 490 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 458 980. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Aka Awele, invite le personnel de santé, les forces de défense et de sécurité, les enseignants, les personnes âgées de plus de 50 ans et les personnes porteuses de maladies chroniques à se présenter au centre de vaccination, au parc des sports de Treichville et les autres centres ouverts pour se faire vacciner gratuitement contre la Covid-19. Un appel du ministre de la Santé entendu, car comme pour indiquer aux Ivoiriens, aux cibles concernées pour l'instant par la vaccination, les ministres Kandia Camara et Anna Ouloto sont allés se faire vacciner contre la Covid-19. Eric Goré. C'est le centre de vaccination contre la Covid-19 du parc des sports de Treichville qui a accueilli les 2 membres du gouvernement. D'abord, Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Elle est allée faire son vaccin et en a profité pour inviter ses collaborateurs, les enseignants, à suivre cet exemple. Je voudrais remercier les autorités sanitaires qui ont mis les enseignants et le personnel d'encadrement parmi les personnes prioritaires pour bénéficier des vaccins. Je suis venu aujourd'hui me faire vacciner, non seulement pour être en bonne santé, pour ne pas être victime de cette maladie, mais aussi pour dire à mes partenaires, les enseignants, de se faire vacciner pour éviter de contracter cette maladie et ainsi demeurer en bonne santé. C'est à la suite de Kandia Camara que Anna Ouloto ira aussi recevoir sa dose. La ministre de la Salubrité insiste sur l'importance de cet acte. C'est un acte que moi je considère comme étant un acte civique, un acte de santé publique pour me protéger, mais aussi pour protéger les autres.
Je voudrais profiter de votre micro pour dire aux Ivoiriens qu'il faut se faire vacciner. Et en plus, c'est gratuit. Le vaccin contre la COVID-19 est administré gratuitement, avec comme cible le personnel enseignant, les forces de défense et de sécurité, le corps médical et les personnes âgées. Les ministres Candia Camara et Anouloto qui indiquent donc la voie et dans le même ton de sensibilisation et d'exhortation des populations cibles à se faire vacciner. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, s'est rendue au centre hospitalier universitaire de Cocody pour se faire vacciner contre la Covid-19. Le reportage de Astou Touré. Mariatou Koné au centre de vaccination contre la Covid-19 du CHU de Cocody. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est vaccinée contre la Covid-19, une pathologie qui fait à ce jour plus de 200 morts en Côte d'Ivoire. Par ce geste, elle veut encourager les personnes vulnérables à lui emboîter le pas. La pandémie à coronavirus est mortelle. C'est un petit virus qui est en train de décimer le monde. Et maintenant qu'il y a un vaccin, il faut donner l'exemple pour arrêter, pour arrêter l'hémorragie. Je suis juste venue faire mon vaccin pour montrer qu'il n'y a pas d'effet secondaire, pour montrer que ce n'est pas... Faire le vaccin protège et faire le vaccin va nous aider à arrêter la propagation de cette pandémie. Message reçu 5 sur 5 par Lazare Konan-Kwaku, sexagénaire de 74 ans, colonel-major de la gendarmerie à la retraite. Pour nous qui présentons quelques maladies de vieillesse, nous venons pour essayer de nous protéger contre la maladie du siècle. Nous pensons qu'ils veulent nous protéger, qu'ils viennent nombreux se faire vacciner. Sont concernés par cette phase les agents de santé, les forces de défense et de sécurité, les personnes souffrant d'une pathologie chronique telle que l'hypertension et le diabète, les enseignants et les populations âgées de 50 ans au moins. Voilà, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Koné, qui indique également la voie à suivre dans la lutte justement contre la Covid-19. Dans l'actualité internationale au Sénégal, l'opposition avait suspendu ses manifestations la journée d'hier à Dakar, même si le déploiement des forces de défense et de sécurité est toujours bien visible au point stratégique de la ville. Après une rencontre avec les émissaires du calife général des Mourides, une des grandes confréries musulmanes du Sénégal, le mouvement de défense de la démocratie dans le pays exige justement certaines doléances. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que le M2D appelle cependant le peuple à rester mobilisé et attentif, mais ne fixe pas de nouvelles dates pour des manifestations. Il réclame justement que certaines charges soient abandonnées quand l'opposant Ousmane Sonko. Retour en Côte d'Ivoire pour parler cette fois des droits de la femme, des acquis et des défis de la Côte d'Ivoire concernant la question. Pour en parler ce 13h, notre invitée nous a rejoint sur ce plateau, Madame Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Alors Madame Florence Tano, merci donc d'être avec nous encore ce 13h pour aborder la thématique arrêtée pour cette journée. Cette lutte pour les droits de la femme, on le sait, ne date pas d'aujourd'hui. Et pourtant, chaque année, on a l'impression on a surtout le sentiment que les choses n'avancent pas véritablement. Alors, rassurez-nous, de grandes batailles ont été quand même livrées et réussies sur le plan international. Tout à fait. Je voudrais saluer la Côte d'Ivoire au nom de Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, le professeur Bakayoko Liramata. Pour répondre à votre question, je dirais que oui, des grandes batailles ont été faites par des femmes. Et je voudrais retenir ce fait marquant aux États-Unis, dans une usine de textile. 129 femmes sont assassinées par leur patron. Et pourquoi? Parce qu'elles réclamaient justement l'augmentation de leur salaire. Elles réclamaient aussi la diminution des heures de travail. Personne n'a pu entendre cette voix. Et des femmes, 129 ont été assassinées. Depuis 1857, date de cette histoire. En 1950, non, plutôt en 1910 la journée internationale est instituée parce que des femmes ont continué ce combat. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, en 2021, célébrer la journée internationale de la femme. Vous dire que des grands combats, des morts, des femmes ont osé et aujourd'hui on peut dire, même si elles sont mortes, elles ont remporté
de combat. C'est pour cela que je m'en vais dire qu'on n'est pas en fête. D'accord. J'entends partout des messages. Ce n'est pas une fête alors? Ce n'est pas une fête, c'est une commémoration de certaines femmes qui ont fait un combat et aujourd'hui nous conduit à avoir des congés de maternité, avoir des congés payés. Ça n'a l'air de rien, mais ça provient d'un combat que certaines femmes ont mené. Un prix cher payé? Oui, cher payé. Alors, pour l'édition 2021 de la Journée internationale de la femme, le thème choisi portait, pour ce qui concerne bien sûr la Côte d'Ivoire, portait sur la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Nous retenons avant tout les termes promotion économique et sociale de la femme. Les lignes ont tout de même bougé dans ce sens concernant le sujet évoqué. Oui, si je prends nos dates de l'indépendance, 1960, 2021, les lignes ont véritablement bougé. On a progressé. On a progressé. C'est vrai que plusieurs choses restent encore à faire, mais si je prends déjà la scolarisation de la petite fille, aujourd'hui nos fillettes de 6 ans, 7 ans vont à 3 ans sont au jardin d'enfants, mais ce n'était pas donné. Ce n'était pas donné. On ne trouvait pas de femmes à l'école. Au titre de la scolarisation, il ne faut pas compter les femmes. C'était dédié aux hommes. Pourquoi? La culture voulait que la femme soit une bonne épouse, donc elle est à la maison. Vous comprenez? Et à l'époque, nos aînés ne pouvaient pas être médecins. Les métiers professionnels de la vie moderne qui leur étaient réservés, c'est être institutrice, être infirmière ou sage-femme. Mais aujourd'hui, vous remarquerez que les femmes sont dans tous les domaines, enseignantes, chercheurs, médecins, même à la NASA, dans tous les domaines d'expertise, on peut retrouver des femmes. Donc, je m'en vais dire que les lignes ont bougé. Les femmes sont dans tous les domaines d'expertise. Et même dans le secteur informel, on retrouve également des femmes qui pratiquent des métiers avant considérés comme des métiers d'hommes. Oui, je trouve des femmes mécaniciennes. On a vu sur votre... Apprenti Baka également. Exactement, c'est ce que je m'en allais citer. On trouve des femmes qui sont au bord de la route, mais pour faire son petit commerce, elle se dit, il faut que je reste debout sur le plan financier. Et cela, nous voulons vraiment au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant saluer toutes ces femmes-là qui se battent au quotidien pour tenir la tête hors de l'eau. Les choses ont donc bougé et pour appuyer vos arguments, nous avons justement un élément que nous propose notre reporter Didier Nguessan qui nous dit que les femmes du secteur de l'éducation nationale, membres de la MUPENEPSI, voilà, je crois que je prononcerai bien, MUPENEPSI, c'est ça, ont été enseignées sur la promotion économique et sociale. C'était le 8 mars dernier, justement, à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour laquelle elles ont été célébrées. On regarde cet élément et on revient. Événement festif et riche en enseignements, la célébration de la Journée internationale des droits de la femme à la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale, MUPE-MENEPSI. Plus la présence féminine est forte, plus les sociétés gagnent en performance, en croissance et en productivité. Cela signifie que les entreprises doivent d'abord accepter de recruter les femmes en leur sein pour qu'on puisse parler bien évidemment de promotion des femmes en entreprise. Ce que votre directeur a fait. Venues nombreuses, les braves femmes de la MUPE-MENEPSI, qui représentent environ 50% du personnel, ont été instruites par la conférencière Sangaré Mada sur la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. Les femmes sont en première ligne face à la crise de Covid-19 en tant que professionnelles de santé, pourvoyeuses de soins, innovatrices, organisatrices communautaires et pour certaines, en tant que dirigeantes nationales, figurant parmi les leaders les plus exemplaires et les plus efficaces dans la lutte contre la pandémie. Dynamique femme de la MUPE-MENEPSI, continuez à remplir votre devoir sans le moindre complexe. Votre mission est divine, car grâce à vous, nous sommes forts face à toutes sortes d'événements malheureux, y compris face à la Covid-19, dont nous souhaitons la fin définitive. Le PCA de la mutuelle, Michael Boko, a saisi cette occasion pour renouveler son admiration à la gente féminine de la MUPE-MENEPSI, sans oublier de les encourager à poursuivre leur mission professionnelle avec dévouement. Alors, comme on vient de le voir dans ce reportage de Didier Nguessan, des femmes qui bénéficient de formation pour justement leur permettre d'avoir quelques bases en termes d'assises économiques pour pouvoir se prendre en charge et exercer dans d'autres secteurs d'activité. Votre regard sur ces formations? Mais j'admire
Vraiment, j'admire ces formations que les femmes osent faire. Elles suscitent des formations dans leur milieu professionnel, elles suscitent des formations dans les ONG, elles suscitent des formations à tous les niveaux pour se performer. Et pour nous, c'est déjà développer leur leadership. C'est vraiment appréciable et c'est notre devoir. Nous disons qu'au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, sous le leadership du professeur Bakayoko Ly Ramata, les femmes doivent se former elles-mêmes. Elle est chercheur, enseignante-chercheur, donc c'est un ministre qui met en relief les questions de formation. C'est primordial. Et c'est avec la formation qu'on a le pouvoir. Si vous n'êtes pas formé, vous êtes en dessous des réalités parce que vous n'êtes pas formé aux réalités du pays. Et les femmes montrent là qu'elles savent ce qu'elles veulent. Comme dit cette publicité, les femmes savent ce qu'elles veulent. En se formant, elles veulent gagner des batailles. Et justement, et permettez-moi de revenir sur la thématique arrêtée donc pour la célébration de la femme en Côte d'Ivoire qui prend également en compte la variante Covid. Voilà, le variable Covid, il est dit sur la promotion économique et sociale de la femme face à la Covid-19 pour une Côte d'Ivoire plus égalitaire. On mesure au travers de ce thème toute l'influence du contexte sanitaire marqué par la Covid-19 sur l'épanouissement économique de la femme, n'est-ce pas? Oui. Ce thème a été conçu au sein de notre ministère avec tous les membres qui composent ce ministère-là. Et nous sommes très, très, très heureux de voir qu'il a vraiment plu aux femmes et à la population ivoirienne. Ce thème veut vraiment mettre en relief l'expertise des femmes dans tous les domaines. Très souvent, les femmes travaillent, mais elles ne sont pas visibles. Très souvent, elles font des choses, mais on ne communique pas là-dessus. Et pour nous, c'était l'occasion bien choisie au cours de cette GIF-là, Journée internationale de la femme, de mettre les femmes en relief. Qu'est-ce qu'elles savent faire? Qu'est-ce qu'elles font? Où elles vont? Que désirent-elles? Voilà les grandes questions auxquelles la GIF devait répondre. Et la Covid-19 est venue nous frapper en plein fouet. Il fallait donc réajuster. Et pour nous, c'est l'occasion aussi de montrer la résilience dont ont fait preuve les femmes. Malgré cette pandémie qui est arrivée brutalement pour changer toute notre stratégie au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, nous sommes restés debout pour les accompagner et nous sommes très heureuses que les femmes aient marqué leur vision malgré la Covid-19. Parce que malgré la crise, les femmes ont continué d'alimenter les marchés. Quand on a pu observer un certain ralentissement dans d'autres secteurs d'activité, pour le secteur du vivrier, on a toujours maintenu la cadence et cela grâce aux femmes. Grâce aux femmes. Elles sont debout et vraiment, nous apprécions leur engagement. Alors, de façon pratique, sur le terrain, qu'est-ce qui freine la reconnaissance des droits de la femme? Qu'est-ce qui freine? Je dirais oui et non. Parce qu'on en parle régulièrement, mais qu'est-ce qui freine justement la reconnaissance des droits de la femme? C'est au plan politique, je voudrais dire d'abord. Parce que nous venons de sortir d'une période électorale et je voudrais déjà partir de ce plan politique pour dire que nous avons envie de voir les femmes exprimer leur leadership en politique. D'accord. Et non subir, je veux dire, la majorité des hommes qui dirigent les partis politiques. Tant que les femmes seront dans les instances politiques, au poste de décision, vous verrez bien beaucoup de choses changer. Mais est-ce que les femmes ont vraiment envie de prendre le pouvoir? Mais c'est pour cela qu'elles se battent sur le plan économique pour avoir le pouvoir financier et gagner les combats politiques. Le combat politique, il rime avec le pouvoir financier, mais il rime aussi avec le leadership, c'est pour ça qu'elles se forment. Donc les femmes mettent les choses à leur place pour gagner le combat politique. Alors, cela fait des années que l'on sensibilise les mentalités. Des lois sont même prises en faveur justement de la reconnaissance des droits de ces femmes. Et pourtant, on ne sent pas vraiment les choses bouger. Permettez-moi l'expression, oui. D'accord. Est-ce qu'il ne serait pas temps de scruter d'autres pistes d'approche, d'autres techniques d'approche pour voir justement ces choses évoluer? Moi, pour vous répondre, je vais déjà commencer par une doléance du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On a envie de demander à la RTI de nous ouvrir un couloir d'information spécifiquement adressé pour adresser ces questions d'information, pour que nous puissions montrer à la population ivoirienne ce qui a été fait en matière de genre au ministère. Vraiment, c'est une doléance que je souhaiterais traiter avec vous, peut-être après avec les responsables, pour qu'on nous ouvre un couloir. À un moment donné, par mois, nous viendrons sur votre plateau pour animer cette émission dirigée sur les questions des gens. Après avoir exprimé cette doléance, je m'en vais dire que beaucoup de choses sont faites. D'accord. Mais vous savez qu'au plan culturel, les cultures sont fortes. La mentalité ne change pas d'un coup. Vous comprenez? C'est ce qui freine un peu
n'osent agir. Mais les femmes sont dans tous les domaines, je l'ai dit tantôt. Les femmes se forment, les femmes s'engagent. Et vous avez bien vu cette élection que nous venons de faire. Beaucoup de femmes se sont engagées. Peut-être qu'on n'atteindra pas 30%, peut-être qu'on atteindra 30%. Mais c'est une question que nous traitons à longueur de journée pour faire changer les choses. Mais les mentalités restent encore dures et nous pensons que nous réussirons à faire bouger les lignes. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer le fait que ces mentalités aient du mal à bouger? Les us et coutumes, les traditions et autres? Bien sûr, vous l'avez bien dit, c'est les coutumes, les traditions. Mais ça bouge. Nous avons espoir parce que nous voyons que déjà les coutumes interdisaient l'école aux femmes. Nous avons réussi. Les coutumes, les traditions refusaient déjà des métiers comme médecine aux femmes. Nous avons réussi. Nous pensons que nous réussirons cet aspect aussi pour que les femmes puissent mener le combat politique. Et moi, j'ai envie de vous demander, mais quels sont les autres pans concernant les coutumes et traditions sur lesquels vous comptez bien sûr vous attaquer après avoir réussi dans certains points? Quels sont les par exemple, les successions. D'accord. Dès qu'un époux meurt, les successions sont difficiles, mais pourtant la loi dit que la femme aujourd'hui peut succéder à son époux au même titre que les enfants. Mais la loi le dit, mais sur le plan pratique, il reste encore difficile à exécuter dans nos coutumes, dans nos villages, tout ça, ça reste encore très difficile. Très difficile, justement. Il y a aussi les questions de violence basées sur le genre, oui, que nous combattons depuis des années, mais qui résistent encore, parce que foncièrement liées à nos traditions, à notre culture. Et pourtant, la loi dit que cet état de choses est puni. On a même mis en place un comité national de violences faites aux femmes qui est déployé sur tout le terrain avec 62 plateformes, avec 32 bureaux dans les commissariats et les stations de gendarmerie. Mais nous pensons que ce combat va réussir bientôt parce qu'avec l'appui du PNUD, avec l'appui de nos partenaires, nous avons déjà ces plateformes qui sont très fonctionnelles et nous nous en réjouissons. Et est-ce que vous travaillez en bonne intelligence avec les têtes couronnées pour justement faire avancer les choses? Bien sûr, les 62 plateformes contiennent les leaders politiques, contiennent aussi les leaders communautaires, les leaders religieux. C'est vraiment une plateforme inclusive pour permettre à toutes ces personnes de mettre leur expertise ensemble pour combattre justement ces freins culturels. Et nous sommes contents de ce que les leaders communautaires et les leaders religieux nous apportent. Voir leur engagement nous fait espérer que nous réussirons ce combat. Il y a donc de bons acquis pour la Côte d'Ivoire en matière de droits de la femme? Bien sûr. Vous confirmez? Je confirme parce que déjà, regardez dans les commissariats, les stations de gendarmerie, on trouve les bureaux genre. La réforme du secteur de la sécurité a montré l'engagement des policiers, des gendarmes sur les questions genre. Aujourd'hui, il y a un bureau spécial lié au genre. Quand vous allez dans ces endroits, la femme ou l'homme qui viendra se plaindre pour des questions de genre peut être écouté quelque part avec beaucoup d'attention. À l'époque, ces personnes étaient un peu vilipendées. Quand vous arrivez au commissariat, que vous dites à quelqu'un, à un policier, voilà, quelqu'un m'a violenté, on vous ridiculise. Aujourd'hui, notre police, notre gendarmerie, tout le secteur de la sécurité a compris que c'est une question à prendre à bras le corps. Et ils ont été formés, ils sont installés et ces questions sont traitées avec beaucoup d'efficacité. Nous nous réjouissons également. Et quels sont les défis à relever, justement? Alors, les défis à relever sont aussi nombreux. Il y a d'abord la budgétisation sensible au genre que nous voulons faire adopter en Côte d'Ivoire. D'accord. Nous y travaillons avec la ministre. Il y a aussi notre document national de politique genre que nous sommes en train de réviser pour qu'il prenne en compte les questions actuelles qui intègrent les questions de pandémie. D'accord. Nous avons aussi la formation à poursuivre, surtout au niveau des jeunes. Nous voulons renouveler la classe politique féminine. Nous voulons déjà formater nos jeunes élèves, nos jeunes étudiantes sur les questions politiques, sur les questions de leadership, pour qu'on n'ait plus à faire des séminaires qui coûtent de l'argent, qui coûtent cher, pour que déjà nous puissions les accompagner sur le plan pratique. Il y a ces trois éléments et puis, il y a aussi l'installation des cellules genre dans tous les ministères que nous avons engagés. Et nous sommes très, très heureux de constater que
les ministères s'engagent et demandent l'installation de leurs cellules de genre. C'est pour dire que déjà le formatage a pris et nous voulons vous dire merci de nous donner l'occasion d'exprimer tout cela sur votre plateau. Je vous en prie, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien. Y aurait-il un aspect sur lequel vous aimeriez revenir rapidement avant de conclure? Je voudrais demander aux familles de donner une éducation égalitaire à leurs enfants. Je voudrais demander aux familles d'être à l'écoute des jeunes. Je voudrais dire à toutes les femmes qui se sont engagées pour ces joutes électorales, toute l'administration de Madame, toute l'admiration de Madame la ministre pour avoir donné un sens à cette loi que l'État de Côte d'Ivoire a pu y prendre. Nous sommes contents de celles qui ont réussi et de celles qui n'ont pas réussi parce que déjà l'engagement est à apprécier et nous continuons le travail. Merci à vous, Madame Tano. Alors, je rappelle que nous étions dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h avec Madame Florence Tano, directrice du genre et de l'équité au ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, avec laquelle, dans la droite ligne de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons parlé des droits de la femme, des acquis et des défis de la Côte d'Ivoire dans ce domaine. Merci, Madame Tano, d'avoir été donc avec nous ce 13h. C'est sur ces mots que se referme cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.